La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les synergies entre solaire photovoltaïque et agriculture. Vous êtes plus de 530 inscrits à ce webinaire. Pour l'instant, les connexions augmentent à 265. Le quorum ayant été atteint, je vous propose de commencer. Je vais juste vous donner quelques règles de fonctionnement après m'être présenté, et je laisserai la parole à notre maîtresse de cérémonie, Marie, qui est responsable solaire photovoltaïque chez nous. Donc, à nouveau, bonjour, Cyril Carabeau, secrétaire général du syndicat des énergies renouvelables, également responsable de l'activité internationale. Donc, bienvenue à ce webinaire. Quelques règles pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette plateforme. Vous êtes en mode écoute uniquement, avec la possibilité de poser vos questions avec la fenêtre correspondante au niveau de votre interface. Vous avez une interface question qui est disponible. Les questions seront prises pour la première intervention, celle de Céline Mel de l'ADEME, à la fin de sa séquence. Et pour la table ronde virtuelle avec les représentants du monde agricole, on pourra prendre les questions au fil de l'eau. Vous avez également la possibilité, via le chat, de interagir, alors plutôt avec les organisateurs lorsqu'il y a des soucis de connexion, des problèmes audio, vidéo, de visualisation des différents slides, des fenêtres. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre chat vraiment pour cette interaction, et la fenêtre questions pour les questions, pour éviter que nous ayons à vérifier, ou en tout cas à regarder ces deux fenêtres-là pour pouvoir transmettre ensuite les questions aux intervenants. Comme je l'ai dit, vous aurez également une séquence à la fin de ce webinaire dédiée aux questions-réponses, avec la possibilité, toujours via votre interface, vous avez la possibilité de lever la main pour pouvoir prendre la parole, et à ce moment-là, nous pourrons vous ouvrir votre micro afin que vous puissiez parler. Là aussi, quelques règles. Questions brèves ou retour d'expérience brève, et au préalable, vous présenter et présenter votre structure lors de cette prise de parole. Le webinaire est enregistré. Les supports qui vous seront présentés vous seront envoyés également d'ici la fin de la réunion, sous 4 heures maximum. Vous avez également certains documents qui vont être évoqués lors de ce webinaire dans la partie ressources de votre application. Sur GoToWebinar, notamment la brochure qui va être évoquée en introduction. Ce document, si vous avez des soucis d'accès, n'hésitez pas à nous en faire part via email. Vous avez dû tous recevoir mon adresse mail pour ces interactions. Je crois que j'en ai fini pour les quelques règles pour un bon fonctionnement. Je vais laisser la parole à Marie Buchet, qui va coordonner ce webinaire. Il va vous expliquer un petit peu le déroulement et faire l'interaction entre les différents intervenants du webinaire. À toutes et à tous. Merci Cyril, bonjour à tous. Merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on a passé l'année à produire un document qu'on va vous présenter.
C'est un sujet qui est très important et je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes aussi nombreux. Mais je vais tout de suite passer la parole à Jean-Louis Bal, qui est président du syndicat des énergies renouvelables, qui va vous présenter un peu le contexte dans lequel s'inscrit notre démarche et surtout vous présenter le document l'énergie photovoltaïque dans le monde agricole que le CER publie aujourd'hui. Jean-Louis, je te passe la parole. Oui, merci Marie et bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous présenter le solaire photovoltaïque, hein, vous devez certainement tous savoir de quoi il s'agit, mais il y a un fait nouveau depuis maintenant quelques années, c'est la de plus en plus grande rentabilité, performance économique et technique du solaire photovoltaïque, qui a été présenté récemment par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie comme le nouveau roi de l'électricité. Et en France, c'est une des composantes essentielles de la transition énergétique et on retrouve ce caractère dans la PPE qui a été adoptée en avril dernier et qui nous fixe un objectif ambitieux à l'horizon 2028 entre 35 et 44 gigawatts installés, sachant qu'on est aujourd'hui on vient de dépasser le seuil de 10 gigawatts, donc on a entre 25 et 34 gigawatts à installer dans les 8 années qui viennent, ce qui correspond à un rythme de 3 à 4 gigawatts par an, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un rythme de l'ordre de 1 gigawatt par an. Donc, on a vraiment à accélérer. Et pour cela, il faut trouver les différentes opportunités d'installer le solaire photovoltaïque qui a pour vertu de pouvoir être déployé sur tous les types de surfaces, au sol comme en toiture, et sur de nombreux types de structures, comme des ombrières de parking, par exemple. En considérant l'objectif haut de la PPE, c'est-à-dire les 34 gigawatts supplémentaires d'ici 2028, et sur une répartition entre grands projets au sol et sur toiture de l'ordre de 50% pour chacun, ça représenterait 17 gigawatts de centrales au sol, ce qui correspond à plus ou moins 18 000 à 27 000 hectares suivant la disposition, ce qui est une faible partie de la superficie de la France. C'est 0,04% à 0,06%, c'est vraiment très très faible. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur de comparaison, 18 000 à 27 000 hectares sur 8 ans, ça correspond à peu près 3 à 4 000 hectares par an. Et en face de ça, pour avoir une perspective, chaque année, l'artificialisation des sols, donc par l'urbanisation, les centres commerciaux, les réseaux routiers, ça concerne 55 000 hectares par an. L'expansion naturelle de la forêt au détriment des terres agricoles d'ailleurs, c'est depuis 10 ans une moyenne de 85 000 hectares par an. Donc vous voyez que l'enjeu du photovoltaïque, c'est un enjeu qui est très faible par rapport à ces grands chiffres. Et d'autre part, l'agriculture, elle occupe une place économique évidemment et culturelle de premier plan en France. Elle représente plus de la moitié de la superficie française, donc environ 30 millions d'hectares sur les 55 de la France continentale. Et d'ailleurs, notre pays est le premier pays agricole d'Europe en termes économiques. Et donc, c'est tout naturellement que les acteurs du monde agricole et les acteurs du monde photovoltaïque ont intérêt à développer des synergies et se sont déjà engagés dans de multiples collaborations depuis plus de 10 ans pour la réalisation de projets photovoltaïques en milieu agricole. Et donc aujourd'hui, nous publions
une brochure qui montre des exemples concrets d'opérations que la filière considère comme réussies et qui mêlent agriculture et photovoltaïque. Cette brochure est évidemment à destination du monde agricole, du monde photovoltaïque, des pouvoirs publics. C'est un document de 20 pages qui montre un mariage donc bénéfique entre le monde agricole et le monde photovoltaïque. Maintenant, cette brochure, elle n'est évidemment pas exhaustive. Il y a certainement encore d'autres exemples qui vont émerger dans les prochaines années, ou encore maintenant des réalisations que nous ne connaissons pas. Et nous les présentons sans hiérarchie ni priorisation. Nous ne faisons pas des recommandations, il s'agit d'un panel de solutions qui préfigurent l'éventail des associations possibles. Et donc nous espérons qu'à l'avenir, des projets encore plus novateurs pourront émerger au profit donc des acteurs des deux secteurs, le monde agricole et le monde de la transition énergétique, et tout cela dans le respect des usages et de la préservation des terres agricoles. En ce sens, et pour accompagner la sortie de cette publication, nous avons tenu à donner la parole aujourd'hui sous forme de ce webinaire à des représentants du monde agricole, des experts et acteurs de la filière solaire. Et donc, nous avons aujourd'hui, et je vais rendre la parole tout de suite à Marie, donc nous avons aujourd'hui Céline Mel, qui est ingénieur de la filière photovoltaïque à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Jean-Philippe Rive, donc, qui est président de la coordination rurale de l'Aude. Olivier Dauger, qui est membre du conseil d'administration de la FNSEA et particulièrement dans ce cadre-là en charge des dossiers climat et énergie. Maxime Bouizard, donc, qui est membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs. Et finalement, et je le salue, Xavier Daval, qui est vice-président du syndicat des énergies renouvelables et surtout président de la commission solaire du CERF. Voilà, je vous remercie de votre attention et je rends la parole à Marie, qui est notre nouvelle responsable de filière solaire et région ultramarine au sein du syndicat des énergies renouvelables. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette introduction. Je me tourne donc désormais vers Céline Mel, donc comme Jean-Louis vient de le dire, qui est ingénieur filière photovoltaïque à l'ADEME. Merci Madame Mel d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que l'ADEME prépare depuis l'année dernière une étude sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et je crois que vous avez beaucoup de choses intéressantes à nous dire sur l'état de l'art, sur les retours d'expérience et les recommandations qu'on peut faire sur l'agriculture et le solaire photovoltaïque. Alors je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Merci beaucoup. J'ai une présentation, je vais essayer de vous la partager. Alors, si vous pouvez juste me redire comment je dois faire. Alors. Voilà. Mince. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Alors, on voit votre écran, mais pas le PowerPoint. Ah. Mince. Ah, il est là. Il faut juste le mettre en plein. Ok. Excusez-moi, c'est parce que j'ai deux écrans. Voilà. C'est bon, merci. Ça va fonctionner. Très bien. Écoutez, désolé pour ce petit interlude. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup effectivement pour cette invitation à ce webinaire et au vu effectivement de la participation, on voit bien que ce sujet donc du photovoltaïque donc dans l'agriculture est particulièrement d'intérêt, on va dire aujourd'hui sur le marché. Et comme vous l'avez dit, donc l'ADEME est beaucoup impliquée en fait, donc non seulement sur la filière photovoltaïque, mais également donc sur ces aspects donc de synergie avec l'agriculture, sachant que l'ADEME en fait a été sollicitée également dans le cadre des évaluations des dossiers d'appel d'offres creux, dans le cadre donc des dossiers agrivoltaïques.
Donc c'est pour ça qu'on a effectivement voulu travailler beaucoup sur ce sujet-là, puisqu'on a pu voir dès la première clôture de cet appel d'offres qu'il y avait une variété absolument très grande de systèmes photovoltaïques et de cultures agricoles possiblement donc adaptables, ou en tout cas à ajouter, on va dire, à la production photovoltaïque en synergie. Donc l'idée là de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu justement l'étude qui a été faite par l'ADEME, que nous avons lancée pour pouvoir y voir plus clair, hein, de faire un panorama sur l'ensemble de ce qui peut exister, donc sur le photovoltaïque dans l'agriculture. Également de vous présenter donc cette méthodologie que nous avons voulu mettre en place, les résultats qu'on a pu obtenir, et puis les grands enseignements que l'on a pu tirer aujourd'hui hein, à date par rapport aux REX qu'on a pu obtenir, et puis les prochaines étapes donc de notre étude. Donc le photovoltaïque dans l'agriculture, de quoi on parle? Comme vous le voyez sur cette diapositive et également donc dans la brochure du CERF qui va sortir aujourd'hui, il y a énormément donc de systèmes photovoltaïques qui peuvent se mettre en place dans le secteur agricole. Comme vous le voyez, on a un peu comme un système voilà, d'étoiles qui est de plus en plus concentré. On a donc différents systèmes PV qui vont ensuite se positionner sur différentes cultures, et on voit ici qu'on a une très grande variété. Donc on va partir des centrales au sol qui sont peut-être les plus représentatives aujourd'hui, avec les ombrières, qu'elles soient fixes ou mobiles, des serres photovoltaïques qu'on retrouve aussi beaucoup en France, des centrales donc avec des panneaux verticaux bifaciaux qui sont un petit peu une nouveauté également, et puis du PV sur toiture qui est également très répandu. Quels sont les enjeux en fait donc de ces systèmes photovoltaïques? Il y en a plusieurs, j'ai envie de me dire qu'ils sont très nombreux. Bien sûr, on pense en premier lieu donc aux enjeux techniques et aux enjeux agricoles. Donc les enjeux techniques, c'est bien sûr tout ce qui va être en termes d'innovation technologique. Hein, on l'a vu aussi dans ce que disait Monsieur Val, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, d'innovations qui commencent à se développer pour assurer cette synergie. Sur les enjeux agricoles, on a besoin aussi d'apporter vraiment un service à l'agriculture. On a besoin aussi de s'adapter à des variétés culturelles. On a besoin d'avoir une assurance que le rendement et la qualité vont être conservés sous ces systèmes photovoltaïques. Mais on a aussi d'autres enjeux qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, les enjeux économiques, donc déjà les coûts d'investissement, les travaux nécessaires à la mise en place de ces systèmes, puisqu'il y a besoin forcément d'une adaptation. Les modèles économiques et du coup les implications par rapport aux différents acteurs. Le partage des revenus entre les deux activités, entre le photovoltaïque et l'agriculture. Et puis aussi les risques de pression foncière, on pourra y revenir aussi tout à l'heure. On a également des enjeux sociaux, non seulement par rapport aux différents types d'acteurs qui sont présents sur un projet de ce type-là. On a également des aspects qui peuvent être liés à la transmission des exploitations ou alors aux difficultés ou à la pérennisation des exploitations. On a également des aspects sur les dynamiques de filières territoriales, puisque quand on va venir mettre en place un système photovoltaïque, on doit également donc s'inscrire dans cette dynamique hein, pour assurer, on va dire, les débouchés de la production agricole. Et puis des enjeux environnementaux, bien sûr, à ne pas oublier, parce que l'ADEME travaille aussi beaucoup là-dessus, donc sur tout ce qui concerne, bien sûr, les impacts sur l'environnement, la biodiversité, les sols, les paysages, les terroirs, etc. Donc on pourra en parler des heures, mais je ne vais pas traîner trop. Alors, au sein de ce secteur donc photovoltaïque dans le secteur agricole, qu'est-ce que l'agrivoltaïsme? On entend désormais beaucoup parler de ce terme-là, l'agrivoltaïsme. Et puis, finalement, on ne sait plus trop si l'agrivoltaïsme concerne tous les systèmes photovoltaïques sur terrain agricole ou une petite partie. Ce qui est sûr, c'est que l'agrivoltaïsme a une définition réglementaire dans le cadre donc du cahier des charges de l'appel d'offres innovation, qui est géré donc par la CRE. Donc, je l'ai reporté ici. On parle bien d'un couplage d'une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale. Et on doit pouvoir assurer une synergie de fonctionnement démontrable, ce qui n'est pas forcément simple, on va dire, à justifier. Et de la même façon, on doit avoir des outils et des services de pilotage qui doivent permettre d'optimiser ces deux productions. Comme je le disais en introduction, il est vrai que dans le cadre de cet appel d'offres, vu la variété de ce qui a été proposé, c'est poser de suite la question de pouvoir améliorer cette définition, d'avoir peut-être quelque chose de plus concret ou de plus simple à appréhender. Et c'est ce qui nous a poussé véritablement à lancer une étude sur ce sujet-là. Donc l'idée de cette étude que nous avons lancée donc déjà depuis presque un an, c'est de travailler en entonnoir, c'est-à-dire de travailler sur tout ce qui peut exister sur terrain agricole pour ensuite
arriver à une définition de ce qu'est l'agrivoltaïsme. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que l'agrivoltaïsme doit bien être sélectif par rapport à tout ce qui peut exister sur les terrains agricoles. Sur cette méthodologie d'étude, ce qu'on a voulu, c'est avoir véritablement un panorama, donc vraiment traiter de tout ce qui peut exister avec un état de l'art d'abord bibliographique, donc travailler sur tout ce qui peut être présent dans les documents, les méthodologies, les textes, les lois, etc. Mais également d'aller chercher sur le terrain les retours d'expérience donc des exploitants agricoles. Donc l'idée, c'était d'avoir cette double approche, tout en ayant le plus d'avis possible, ou en tout cas le plus d'opinions possibles et d'expertise possible technique sur ces sujets-là. Donc l'idée, ça a été de travailler également avec différents comités. On a mis en place un comité d'experts multidisciplinaires traitant, on va dire, de toutes les thématiques possibles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit des experts techniques sur le photovoltaïque, sur l'agriculture, sur l'environnement, sur les paysages, etc. Et également un comité de pilotage avec les ministères, donc notamment la DGEC et puis le ministère de l'Agriculture, pour avoir donc tout le temps le plus de vision possible sur ces sujets-là. De la même façon, sur la fin de l'étude, parce que là, je vais vous expliquer où on en est à peu près, mais sur cette fin d'étude, où on doit vraiment arriver à une définition de l'agrivoltaïsme et où on doit produire des guides de recommandation, nous allons également donc solliciter les syndicats agricoles et un GT ministériel qui s'appelle le GT-PV Agriculture pour pouvoir présenter les résultats de l'étude et vers quoi on se dirige justement sur cette définition de l'agrivoltaïsme. Donc aujourd'hui, on a finalisé les retours d'expérience auprès des exploitants agricoles. Donc on en est, au niveau de l'avancement actuel, on est ici, sachant que les étapes suivantes donc, doivent nous permettre véritablement de caractériser ce que peut être l'agrivoltaïsme et ensuite produire des guides de recommandation. Donc l'un à destination de la filière, on va dire agrivoltaïque, donc photovoltaïque et agricole, et l'autre à destination des foires publiques. Donc sur l'état de l'art, je vais passer assez rapidement, mais ce qui est ressorti le plus, c'est que donc par rapport au système traité, on avait notamment des centrales au sol, des serres, ce qui se retrouve, on va dire, le plus souvent historiquement, mais également des informations sur les ombrières fixes et les ombrières dynamiques. Alors, ce qui est ressorti de façon assez majeure, c'est qu'on a pu voir qu'il y avait tout de même des seuils de tolérance variables, donc selon les espèces, bien sûr. Donc, on voit bien que selon la culture qu'on va utiliser, on va avoir différents résultats. On a également des fortes hétérogénéités spatiales selon les types de systèmes photovoltaïques, mais également la répartition des modules, voire des cellules. Et on s'est rendu compte aussi que l'ensemble des résultats étaient très dépendants des pédoclimats locaux. C'est-à-dire que justement, plus on avait donc un climat qui pouvait être donc aride ou proche d'un stress hydrique ou de forte chaleur, et plus on améliorait justement les rendements agricoles par l'installation donc d'un système photovoltaïque qui permettait d'ombrager donc ces cultures. Dans ce cas-là, on avait effectivement des réductions significatives d'irrigation, des diminutions, voire des diminutions de l'impact de l'ombrage, donc c'est-à-dire au contraire une augmentation des rendements, et également des effets sur la qualité des productions. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces résultats sont très difficilement comparables, puisqu'à chaque fois, ils ont été réalisés sur des installations de petite taille, des installations expérimentales, donc c'était souvent aussi des projets de R&D, et on n'a pas de retour sur des séries pluriannuelles qui permettent de conforter les résultats qu'on a obtenus sur, par exemple, une année ou quelques mois. Et puis, on a vu aussi que la difficulté majeure dans ces résultats scientifiques, c'est aussi de modéliser l'impact, on va dire, de l'alternance lumière-ombre sur une culture donnée et donc même une variété donnée. Voilà, donc c'est des choses qui ont été effectivement, qui sont ressorties et qui montrent, on va dire, la complexité de ce type de système pour pouvoir comprendre leur impact sur l'agriculture. Suite à cela, nous avons décidé de nous focaliser, on va dire, sur 10 systèmes photovoltaïques dans l'étude, je parle bien toujours dans l'étude, pour pouvoir améliorer les connaissances là-dessus, donc que ce soit des connaissances qualitatives ou quantitatives, et de permettre d'obtenir plus d'éléments. Je vous ai mis cette liste ici, sachant que l'idée était d'avoir une dizaine donc, de systèmes qui étaient représentatifs du photovoltaïque sur terrain agricole en France, en utilisant, ou en tout cas en mettant en place
des systèmes qui seraient soit en exploitation, permettant effectivement d'avoir un vrai retour d'expérience, soit également des systèmes en développement, en tout cas pertinents ou d'intérêt, et qui commencent à se développer en France. Néanmoins, on est resté sur des systèmes où on pouvait avoir un minimum de retour d'expérience, même si c'était sur de la démonstration du projet R&D. Des systèmes qui étaient vraiment que en projet n'ont pas été intégrés donc, dans ces fiches. Voilà. Au niveau donc, du recensement et de l'enquête, ce qu'on a également voulu faire, c'était recenser le plus possible d'installations photovoltaïques sur terrain agricole, donc existantes et en projet en France et à l'étranger, pour nous permettre d'obtenir le plus d'informations possible. Je vous avoue que ça a été assez compliqué. Il a fallu donc mêler plusieurs moyens, de la recherche biblio, des sources donc sur Internet, des journaux. On a sollicité beaucoup de personnes, donc notamment les membres des comités donc de notre étude, également les chambres d'agriculture qui nous ont beaucoup aidés. Et ça nous a permis donc de recenser environ 200 installations donc sur terrain agricole. Et parmi ces 200 installations, il a fallu faire un échantillonnage puisqu'on était quand même sur des moyens restreints. Et donc, dans cet échantillonnage, on a retenu une centaine d'installations pour lesquelles on a essayé d'avoir une certaine représentativité, que ce soit en termes de type d'installation par rapport, on va dire, à la répartition nationale, de type de production agricole également, en termes aussi de nature de développeur, ne pas avoir que, par exemple, X installations sous serre photovoltaïque du même développeur, mais de varier, on va dire, les retours d'expérience, en termes de localisation également. Et la difficulté notamment aussi était de trouver des installations où on était sûr, ou en tout cas assuré, de pouvoir contacter l'exploitant ou en tout cas l'agriculteur ou un agronome qui était concerné par cette installation. Le but de l'enquête était bien sûr d'obtenir le plus d'informations possible, l'idée ensuite étant d'alimenter donc les guides de recommandation de la phase 4 de l'étude. Donc voilà un petit peu la répartition. Comme vous le voyez sur le schéma de droite, on a effectivement essayé d'avoir cette représentativité un petit peu au niveau national, sachant que donc on a le système le plus représentatif sont bien les centrales au sol, puis les serres, et ensuite donc les ombrières fixes, dynamiques, les PV verticaux ou alors les productions PV aquacoles. Nos prestataires ont mené environ 70 entretiens, sachant qu'on couvre environ 50 installations. Et on a donc une répartition, notamment dans le sud de la France, mais on va dire de la même façon assez représentative de la répartition nationale. Sur ces retours d'expérience, la difficulté a été d'obtenir des données quantitatives. Ça a été assez complexe, notamment sur les rendements, qui était une grande attente, on va dire, sur ce sujet-là. Hein. On attendait beaucoup d'éléments sur les rendements, mais on manque non seulement d'informations quantitatives de la part des exploitants, parce que il était difficile pour eux, on va dire, de donner des références, voilà, de dire on a amélioré ou diminué. C'est toujours compliqué par rapport à, on va dire, à un état initial, sachant que parfois l'état initial était complètement différent de l'état final avec photovoltaïque. Donc parfois on n'avait pas du tout la même production agricole. Et puis sur les données économiques, on s'est confronté aussi aux difficultés, on va dire, confidentialité sur ces sujets-là. Par contre, on a toujours eu des appréciations qualitatives, ce qui nous a permis d'avoir quand même beaucoup d'éléments là-dessus. Donc sur l'impact agronomique, sur la rentabilité de l'exploitation, sur le niveau de satisfaction, etc. Ce qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'il y a certaines limites à cette étude. Comme je l'ai dit, donc on a environ 50 installations couvertes. Alors bien sûr, selon la catégorie, on va dire, photovoltaïque concernée, on peut manquer de représentativité. Si par exemple on regarde les installations verticales bifaciales, on voit sur le schéma qu'on va avoir 2 à 3 installations qui auront été enquêtées. Donc forcément, on va avoir des résultats ou en tout cas des éléments d'appréciation, mais qui ne peuvent pas être forcément généralisables à toutes les installations possibles. Et puis parfois, on a aussi eu des retours d'expérience qui étaient très spécifiques aux exploitations qui ont été enquêtées, donc qui ne peuvent pas forcément être généralisables non plus. Donc sur les grands enseignements, en tout cas, on va dire transversaux qu'on a pu obtenir. Alors en termes de faiblesses et menaces, ce qui est beaucoup ressorti et dont on se doute quand même, c'est que on n'a pas énormément de connaissances sur les effets de l'ombrage sur les cultures. On manque beaucoup de retours agronomiques, même sur les installations, on va dire les plus anciennes. Il n'y a pas forcément eu de suivi ou en tout cas d'études scientifiques ou agronomiques qui permettent de véritablement qualifier effectivement ce rendement.
On a eu aussi beaucoup de retours comme quoi les exploitants se retrouvaient un petit peu seuls, qui manquaient de conseils en fait sur l'adaptation de leurs itinéraires culturaux par rapport donc à l'implantation du système PV. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir faire remonter sur le fait que voilà, il y a un besoin véritablement d'accompagnement technique. On a également vu pour pas mal d'installations qu'il pouvait y avoir des modifications potentiellement profondes des exploitations agricoles parce qu'on changeait complètement soit de culture, soit d'itinéraire technique. Ce qui est ressorti et qui n'était pas forcément intuitif également, c'est au niveau de la fin de vie. Comme on est sur un secteur assez nouveau et qui essaye vraiment de se déployer et d'émerger, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à la fin de vie. Or, la fin de vie et le démantèlement doivent quand même être réfléchis. Et c'est vrai que pour le moment, on s'est rendu compte que les exploitants agricoles ne savaient pas forcément comment ça allait se passer à la fin donc, des 20, 30 ou 40 ans d'exploitation. Et puis, on a pu voir également que sur certaines typologies de systèmes, on pouvait avoir des bénéfices financiers qui pouvaient entraîner de forts risques de spéculation foncière. On a vu notamment, par exemple, des loyers qui pouvaient atteindre 3 à 4 fois les prix des fermages, ce qui est quand même assez impressionnant. Sur les atouts qui ont été souvent rapportés donc, au niveau de ces retours d'expérience, il y a bien sûr la possibilité et le bénéfice d'obtenir donc une structure agricole à un coût nul, voire à un moindre coût. La possibilité aussi d'avoir accès à un foncier supplémentaire qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Et puis le soutien économique à la valorisation d'un foncier qui pourrait être contraignant et qui, grâce à l'apport d'un système PV, permet véritablement de le valoriser, ou alors de pérenniser une exploitation qui était en difficulté et qui permet donc de revivre ou en tout cas de continuer à travailler. Et puis, bien entendu, dans le cadre notamment des climats où, par exemple, méditerranéens, où on peut avoir des complications, des épisodes climatiques importants, on a cet apport de protection via la structure photovoltaïque. Et puis sur les recommandations qu'on a pu également obtenir de la part des exploitants, on a quelques enseignements, on va dire, majeurs. Donc ça fait un peu écho, bien sûr, aux atouts et menaces que je viens de mentionner. Donc la première, c'est de concevoir le projet et la structure en cohérence avec les besoins des exploitants agricoles. C'était un peu le fait d'avoir des exploitants qui ne savaient pas comment utiliser leur projet, donc qui aimeraient être impliqués, on va dire, plus en amont. Le fait de participer aux dynamiques territoriales et de valoriser la concertation des acteurs locaux, donc pour permettre véritablement de s'inscrire dans une filière existante et puis d'aboutir effectivement à une acceptabilité territoriale plus grande, d'anticiper les circuits de commercialisation, de partager les retours d'expérience. Ça, on l'a vu aussi, c'est vrai qu'il manque ce partage de retours d'expérience ou même cette centralisation d'informations, alors quel que soit le niveau, que ce soit au niveau par exemple d'un même développeur ou d'un système photovoltaïque, voire national, de pouvoir partager et de centraliser ces informations-là pour pouvoir faciliter ensuite la conception de nouveaux projets. Et puis, ce qui ressort aussi beaucoup, et je pense qu'il vient aussi de l'appel d'offres creux, de pouvoir exploiter une zone témoin cultivée exactement selon les mêmes propriétés, on va dire, que sous la zone photovoltaïque, pour pouvoir permettre des comparaisons et avoir vraiment des suivis quantitatifs, donc des suivis agronomiques avec des organismes indépendants. Et puis permettre, dans la mesure des capacités effectivement de ces acteurs-là, la participation des exploitants et des acteurs locaux au capital du projet. Sur les prochaines étapes de l'étude, donc l'idée maintenant, c'est de capitaliser sur l'ensemble de ces informations-là, qu'elles soient bibliographiques ou de terrain, et d'aboutir à une caractérisation, ou en tout cas à des éléments de définition de l'agrivoltaïsme. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même très compliqué. Comme je disais au tout début, il y a énormément de paramètres qui entrent en compte sur ces projets-là. Et c'est assez difficile d'aboutir à une définition, on va dire, blanc ou noir de l'agrivoltaïsme. C'est assez compliqué d'aboutir à une phrase toute simple qui permettrait de dire ça, c'est de l'agrivoltaïsme, ça, c'en est pas. Donc, c'est là toute la difficulté, on va dire, de notre travail. Donc, on va essayer d'avoir des critères de caractérisation de ces projets-là. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il va falloir pouvoir avoir une sélectivité qui permettra d'aboutir à cet agrivoltaïsme. C'est-à-dire que tout procédé photovoltaïque sur terrain agricole n'est pas de l'agrivoltaïsme, ce qui ne veut pas dire que ce qui n'est pas de l'agrivoltaïsme n'est pas forcément intéressant ou pertinent. Il faudra bien effectivement faire cette différenciation-là. L'agrivoltaïsme, c'est vraiment cette synergie, ce couplage des deux activités. Néanmoins, il peut y avoir également des systèmes photovoltaïques intéressants ou pertinents qui ne seraient pas forcément de l'agrivoltaïsme.
Ensuite, on aura des guides de recommandations et de bonnes pratiques qui seront produits. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 2 guides, l'un à destination des pouvoirs publics et des autorités donc, locales, pour leur permettre voilà, de mieux comprendre, ou en tout cas les implications d'un système photovoltaïque sur le terrain agricole, et puis l'autre à destination des filières photovoltaïques et agricoles. Et bien sûr, tout au long de cela, et également à la fin de l'étude, on va voilà, faire des concertations avec tous les acteurs possibles, donc comme je disais, comité technique et le COPIL, mais également syndicats agricoles, GT ministériel et même à l'externe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Céline, c'était très clair. Peut-être avant de passer aux intervenants suivants, on peut vous poser 2 ou 3 questions. Oui. On en a reçu quelques-unes que je vais vous citer, mais peut-être juste avant, j'ai une question moi qui m'est venue en regardant votre présentation. Dans la partie des grands enseignements et notamment des faiblesses qui sont rapportées, vous parlez de modifications potentiellement profondes des productions habituelles de l'exploitation si l'activité agricole initiale est différente. Et en fait, je me demande si c'est quelque chose qui se présente souvent. Est-ce que l'activité agricole change à cause de l'évolution vers une structure combinée avec du photovoltaïque? Est-ce que voilà, c'est une question du nombre de projets que ça peut concerner? Alors, en termes de nombre de projets, je ne saurais pas vous répondre exactement, mais effectivement, dans les retours d'expérience qu'on a pu avoir, on a eu des changements radicaux, on va dire, de production agricole, où on a vraiment changé complètement la production au sein de l'exploitation. Pour vous donner un exemple, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je ne l'ai peut-être pas sous la main là, mais on a pu voir notamment tout ce qui était production céréalière. On a pu voir des exploitations céréalières modifier complètement voilà, leur activité. D'accord, très bien. Je regarde la liste des questions. Alors, pour les participants, n'hésitez pas. En tant qu'organisateur, on a accès à toutes vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser spécifiquement sur la présentation de Madame Mel, sachant que, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, on aura une session questions-réponses à la fin du webinaire sur l'ensemble des sujets. Alors, je vois une publication de l'étude ADEME est-elle prévue en plus des guides de recommandation et si oui, à quelle échéance? Alors, de toute façon, donc l'étude doit se finaliser donc en 2021. Pour être très honnête avec vous, on devait finaliser dans les 3 premiers mois de 2021. C'est vrai que l'effet Covid a un peu poussé les délais. Donc, on devrait plutôt finaliser l'étude mi-2021. J'ose espérer qu'on pourra publier des choses avant, mais c'est pas sûr. Mais normalement, effectivement, ce sont ces 2 guides qui seront publiés. Je pense tout de même qu'on aura effectivement des livrables qui pourront être mis à disposition, notamment l'état de l'art et les retours d'expérience. Très bien. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent en ce moment. Alors, il y a une remarque, plus qu'une question, d'un atout à souligner qui est la réduction d'eau autour de 30%. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez identifié. Une question à laquelle je pense vous n'avez pas forcément tous les éléments, c'est sur les résultats du dernier appel d'offres innovation et de l'AVIEN, appel d'offres tourné vers l'agrivoltaïsme. Alors peut-être que pour le coup, celle-ci, c'est quelque chose à laquelle moi je peux répondre, sauf si vous voulez intervenir. Allez-y. Le dernier appel d'offres innovation ne devrait plus tarder et c'est bien prévu que ces appels d'offres se poursuivent puisque dans les prochains cahiers des charges, il y aura bien un cahier des charges dédié à l'innovation. Donc, ça va continuer. Est-ce que les premiers retours de cette étude vont impacter justement le prochain cahier des charges? Non. Oui, parce qu'on est dans un calendrier qui est... Et peut-être une dernière question avant de passer la parole aux autres intervenants. Alors, tout arrive en même temps. Est-ce que les différents modèles agrivoltaïques ont été envisagés d'un point de vue économique? C'est-à-dire par rapport au LCO, je crois que c'est... Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais en tout cas, si c'est pour définir effectivement l'agrivoltaïsme par rapport à un modèle économique, ce ne sera pas le seul critère en tout cas. Ok, très bien. Il y a plein d'autres questions, mais je pense qu'on va en garder quelques-unes pour la session finale. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole désormais à nos intervenants suivants. Comme on l'a vu, donc les possibilités sont très nombreuses et les retours d'expérience sont essentiels pour faire progresser les synergies entre ces 2 mondes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il nous semblait important de passer aussi la parole aux représentants du monde agricole pour qu'ils nous donnent leur vision de ces synergies. Alors, quelques mots d'introduction sur les intervenants que nous avons avec nous aujourd'hui, que je remercie.
Nous avons Monsieur Jean-Philippe Rive, qui est président de la coordination rurale de l'Aude, Monsieur Olivier Daugé, qui est membre du conseil d'administration de la FNSEA, donc de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et qui est en charge, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, des dossiers climat et énergie. Et nous avons également Monsieur Maxime Buizard, qui est membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs. Alors peut-être dans l'ordre, de manière totalement arbitraire, Monsieur Jean-Philippe Rive, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, si vous voulez. C'est un peu pour essayer de positionner des idées de la coordination rurale en la matière. Donc, nous sommes tout à fait pour la collaboration entre l'agri-photovoltaïsme et l'agriculture traditionnelle. C'est-à-dire que nous sommes partisans de profiter de cette énergie qui va être produite chez nous, dans nos terres, sur nos terres, pour essayer de conforter nos exploitations, tout particulièrement financièrement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire à ce sujet. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Daugé, peut-être? Ah, désolé, on ne vous entend pas, ou alors de très très loin. Attendez, je vous active votre micro. Sinon, peut-être Monsieur Buizard, en attendant que Monsieur Daugé arrive à résoudre le problème. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc bonjour à tous. Maxime Buizard, je suis agriculteur dans le Loiret, représentant de jeunes agriculteurs sur le sujet du foncier. Pour compléter votre panel d'intervenants agricoles, nous on a une position qui est exactement l'inverse de celle de la coordination rurale, à savoir le fait que le principal enjeu de ces années à venir, c'est la souveraineté agricole et l'autonomie alimentaire qui doit passer devant toute autre priorité. Je pense que tout le monde s'est bien rendu compte dans les mois qui se sont écoulés dernièrement que l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire n'étaient pas quelque chose d'acquis et qu'il fallait bien le défendre. Donc, nous sommes assez fermement opposés au photovoltaïque au sol. Par contre, évidemment, sur le sujet de l'agrivoltaïsme, il y a une réflexion à mener. L'ADEME a apporté des éléments techniques qui parfois ne correspondent pas aux remontées de terrain que nous pouvons avoir. Donc, je pense que la réflexion doit se poursuivre. Mais évidemment, à partir du moment où c'est du gagnant-gagnant, où il y a une plus-value pour la société en termes de production d'énergie et des avantages agronomiques qui peuvent être dégagés de ces installations, nous soutiendrons ces projets. Mais pour lancer un petit peu le débat, jusque-là, la majorité des projets qu'on a vu émerger dans un certain nombre de territoires, des projets d'agrivoltaïsme, c'est du faire-valoir. C'est-à-dire qu'on met quelques moutons et une ruche à côté des panneaux pour dire non, mais on a maintenu l'agriculture, on n'a pas obéré le potentiel agricole, etc. Malheureusement, les exemples concrets d'installations agricoles viables et durables conciliées avec du photovoltaïque au sol sont extrêmement limités, pour ne pas dire anecdotiques. Donc le travail doit se poursuivre et évidemment nous serons mobilisés pour continuer cette réflexion. Merci beaucoup. On va retenter avec Monsieur. Oui, mon micro s'est rallumé, ça doit fonctionner. Merci. Super, merci. Oui, je suis donc Olivier Daugé, je suis responsable pour la FNSEA, mais aussi pour les chambres d'agriculture, en fait, sur le même sujet. Je suis président d'une chambre régionale et du coup, j'ai aussi une vision développement, justement, derrière. Je le dis souvent, mais il faut bien approcher le défi du photovoltaïsme au défi des accords de Paris, parce que la transition énergétique vient des accords de Paris. On l'a pas décidé dans un ministère ou dans des entreprises, c'est l'objectif premier des accords de Paris. Ça veut dire que ça engendre un certain nombre d'obligations qui sont pas qu'énergétiques. C'est là où ça revient sur ce qui a été dit précédemment. On a véritablement une transition énergétique, en même temps une transition globale, notamment autour des sols, de l'importance des sols en termes de souveraineté alimentaire. C'est vrai que
j'entendais le président Ball dire tout à l'heure, ça fait pas beaucoup d'hectares. En soi, c'est vrai, mais ça se cumule au reste. Et le GIEC alerte régulièrement sur la perte des sols, pas simplement en France, mais sur la perte des sols au sens global. Et je rappellerai aussi que la France aujourd'hui est de plus en plus tributaire pour son alimentation des produits importés. Donc la France n'est pas en situation si favorable par rapport au sol. Donc l'élément alimentaire est essentiel à intégrer dans le projet éventuellement photovoltaïque. Ça ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Et ça, je pense que c'est important. Et l'ADEME, avec une étude qui est très bien faite, je veux dire, à part le fait que je vois qu'on sollicite jamais les chambres sur ce sujet, c'est dommage parce qu'en termes de développement et d'idées, elles peuvent apporter un plus ou différemment ou quoi, dans le même sens, mais un plus par rapport au sujet. On est véritablement dans cette approche globale. On voit aujourd'hui que les techniques évoluent beaucoup. Depuis moi qui suis le dossier depuis 5-6 ans, les techniques évoluent beaucoup. Donc ça veut dire que le champ des possibles s'élargit de faire de la production alimentaire avec de la production photovoltaïque. Je pense que c'est important. Les panneaux évoluent, mais on voit, ça a été dit, qu'il y a besoin de recherche et développement sur les systèmes agricoles. Ceux qui font ce genre de production découvrent que c'est pas forcément les mêmes productions qu'ils feront avec des panneaux photovoltaïques qu'ils faisaient avant. C'est pas forcément grave, parce que l'ombre ou le fait qu'il y ait moins d'intensité du solaire permet aussi de faire ou pousse à faire des cultures un petit peu différentes, mais ça veut dire faire des cultures. L'objectif, c'est de faire des cultures, c'est pas forcément de faire tout à fait les mêmes. Je pense que c'est un élément important. Il y a un élément aussi important à avoir quand on a ce projet-là. Donc, c'est de garder ce côté alimentaire. C'est aussi de garder pour l'agriculteur la maîtrise, je dirais, des choses. La maîtrise juridique, la maîtrise financière, ça a été sous-entendu dans les retours, même la maîtrise de ce qui se passe après, enfin, la maîtrise en tout cas, la sécurité. Le problème aujourd'hui, c'est que voilà, il y a un développement assez fort et dans certains projets, les agriculteurs ne retrouvent pas forcément cette sécurité ou ce retour financier ou ce retour juridique, cette stabilité juridique. Ça fait partie aussi d'un projet global. L'agriculture a toujours produit, et d'ailleurs sur les sols, c'est important, on lui demande de produire de l'énergie, on lui demande de produire ce qu'on appelle la bioéconomie, c'est-à-dire de remplacer le pétrole, de remplacer le carbone non renouvelable par le carbone renouvelable. C'est possible. Elle le faisait avant l'ère du pétrole, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Mais encore une fois, ça doit être fait pas à la place d'eux, ça doit être fait en complément d'eux, avec des systèmes qui évoluent. Donc on est véritablement dans cette alors c'est un peu plus compliqué que de placer des panneaux sur le sol, excusez-moi, mais tout simplement ou tout bêtement, ça nécessite plus de technique, plus de réflexion, avec la priorité, ça a été dit tout à l'heure, mais j'insiste sur la valorisation des toits, parce que voilà, ça fait partie des choses importantes. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin pour l'instant, mais je pense véritablement que on voit que c'est possible. On le voit aujourd'hui dans certains projets en France, on le voit aussi à l'étranger, c'est possible. Donc c'est et à la filière photovoltaïque, et au monde agricole, et au monde de la recherche, notamment agronomique, de faire en sorte ou de faire évoluer bien les choses pour que ce soit possible, et d'avoir sur le même territoire un exploitant qui fait du photovoltaïque, voire de la méthanisation, voire et qui continue véritablement à avoir sa production alimentaire. Par rapport, et je terminerai là-dessus, par rapport à la pression sur le foncier, je rappellerai juste qu'a fait justement la méthanisation, en limitant très très fortement l'utilisation de produits alimentaires dans un méthaniseur, contrairement à nos amis allemands qui sont partis sur un système différent, qui a créé une pression foncière étonnante en Allemagne, très 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 forte. Si on arrive à cumuler les deux, la pression foncière sera sans doute moins forte que si on essaye de favoriser l'un ou l'autre. En particulier le photovoltaïque, vous parliez de 3-4 fois le prix d'un fermage, c'est plus, c'est beaucoup plus. Ce qui fait que forcément pour un propriétaire, c'est tentant, il faut appeler un chat un chat. Mais on peut aussi avoir un vrai projet agricole derrière et c'est quand même plus intéressant par rapport à l'enjeu des accords de Paris. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'est très intéressant d'avoir vos différents points de vue. Comme pour Madame Mel, on va prendre juste quelques questions dès maintenant. Et puis, encore une fois, un temps d'échange un peu plus poussé à la fin du webinaire. D'abord, peut-être une question assez générale. Comment faire pour rassurer les agriculteurs qui sont encore un peu réticents et justement éviter que l'agriculture ne soit qu'un prétexte à l'installation de panneaux PV, parce que je pense que quand vous parlez de l'économie alimentaire qui doit passer en premier,
Ça part du principe qu'une installation PV prendrait le dessus sur cette priorité, alors que quand on parle d'agrivoltaïsme, si je comprends bien, l'idée c'est quand même de vraiment d'être dans une synergie et de pouvoir faire en sorte que les deux fonctionnent en parallèle. Donc, selon vous, quels leviers devraient être mis en place localement, avec quels acteurs, comment on pourrait faire en sorte que les agriculteurs soient rassurés sur l'implantation, qu'elle soit au sol ou en utilisant des processus innovants sur des serres avec des modules bifaciaux, enfin voilà, tout l'éventail des technologies qui nous ont notamment été présentées par l'ADEME. Voilà, quels sont les leviers qui pourraient être mis en place pour rassurer un petit peu le monde agricole? Vous faites bien de faire la distinction. Les agriculteurs individuellement, si vous allez les voir pour leur dire on va mettre des panneaux photovoltaïques dans votre champ, il n'y en a aucun qui sera contre. La valorisation aujourd'hui des installations de production électrique au sol ou en agri-photovoltaïsme est telle que je n'en connais pas un seul qui, dans le contexte économique difficile que celui du monde agricole actuel, refuserait. Le sujet, il n'est pas de rassurer individuellement les agriculteurs où vous souhaitez implanter des panneaux, mais de rassurer le monde agricole, les entités agricoles, d'abord celles qui sont légitimes et qui nous représentent, que sont les chambres d'agriculture, et derrière elles, l'ensemble des entités qui participent au dynamisme agricole de nos territoires, en premier lieu les syndicats, mais aussi l'ensemble des structures, notamment les coopératives agricoles. Nous, il y a plusieurs sujets qui nous inquiètent et qui doivent être précisés avant de réellement avoir un développement massif qui semble nécessaire d'agri-photovoltaïsme. Le premier sujet, c'est comment considère-t-on le foncier une fois les panneaux installés? Est-ce que nous restons sur des terres agricoles dans le cadre du statut du fermage, avec du coup toutes les garanties qui sont apportées aux fermiers, avec aussi les outils fiscaux derrière qui sont importants et qui sont liés au caractère agricole des sols. Le deuxième sujet, c'est la répartition de la valeur ajoutée, surtout lorsque les terres en question ne sont pas propriété de l'exploitant, dont l'exploitant est le locataire. Quelle ventilation de la valeur générée entre le propriétaire, le fermier et l'énergéticien. Le troisième sujet qui, pour nous, à Jeunes Agriculteurs, est vital, c'est la transmission. C'est-à-dire, si vous installez des panneaux photovoltaïques chez un agriculteur qui a 50 ou 55 ans, qu'est-ce qui se passe lorsque cet agriculteur va prendre sa retraite? Ce que l'on a constaté sur les quelques projets qui existent, c'est qu'une fois que l'agriculteur prend sa retraite, les terres ne sont pas relouées et qu'il n'y a plus d'activité agricole de maintenue sur ces terres-là. C'est un vrai enjeu partagé, à mon avis, que de faire en sorte que l'agri-photovoltaïsme ne soit pas juste un prétexte au moment de l'installation, mais bien quelque chose de durable dans le temps, où les deux activités se complètent et durent jusqu'à la fin de l'installation de production d'électricité, et donc de prévoir en amont de l'installation les conditions de transmission des parcelles agricoles en question, tout en restant sur quelque chose de raisonnable. On l'a vu à quelques endroits où il y avait une espèce de dumping, c'est-à-dire à partir du moment où il y a du photovoltaïque au sol, non seulement la transmission était rare, mais les peu de fois où elle s'est fait à des prix totalement déraisonnables par rapport au potentiel agronomique des sols. Voilà 3 exemples qui illustrent, à mon avis, le préalable à un déploiement massif de l'agrivoltaïsme en France. Merci. Monsieur Dauger, Monsieur Rive, si vous souhaitez réagir. Ah, on ne vous entend plus à nouveau. Ils sont activés, c'est bon. Ouais. Non, mais dans le même sens, je pense que on est sur une nouvelle approche, on est sur un nouveau métier. Donc l'agriculteur, il a besoin c'est le rôle des chambres notamment, mais pas forcément que des chambres d'ailleurs. Il a besoin de conseils agronomiques, je le disais tout à l'heure, parce que qui dit panneau dit peut-être moins d'eau, donc externalité positive, ce qui est très intéressant pour l'avenir aussi. Ça fait partie de ces nouvelles filières, mais qui dit aussi plus d'ombre, donc des cultures peut-être un peu différentes. Donc il y a un besoin agronomique parce que quand vous investissez dans l'agriculture, surtout en particulier sur ce type de culture, l'investissement est très lourd, donc le retour économique doit être au moins garanti, au moins maîtrisé, je dirais, ou maîtrisable. Après, le marché font le reste, mais que l'agriculteur ne part pas sur un mauvais chemin. Je pense que le conseil
est important de ce côté-là. Il y a des choses qui existent. Hein. Aujourd'hui, l'INRA et autres travaillent sur le sujet. Ça a été dit sur le juridique, je pense que c'est très important, et notamment de garder au sol la vocation agricole, notamment en termes on ne soutient pas que le soutien européen, bien sûr, mais pas que. Ça doit rester des terres à vocation agricole. Je rappelle que l'agriculture, encore une fois, elle est là par la photosynthèse à produire la bioéconomie, dont l'alimentation en premier, mais c'est important, voilà, ça reste le photovoltaïque sur les panneaux, la photosynthèse sur le sol, ça reste un vecteur, et un vecteur aujourd'hui à qui on demande beaucoup, avec justice d'ailleurs, autour de la biodiversité, autour de la vie des sols et tout ça. Donc ça doit rester véritablement, et ça c'est important, et financier, et je pense que le retour sur investissement est aussi important pour l'agriculteur. C'est quand même des investissements très lourds, donc il faut quand même les agriculteurs n'ont pas les reins assez aussi solides que certaines entreprises plus importantes. Hein. On reste sur des TPE, des toutes petites entreprises dans la plupart des cas. Donc c'est important d'avoir une durée, une durabilité, une vision à assez long terme sur le projet qui permette à l'agriculteur de pouvoir faire son business plan et véritablement voilà, s'il arrive à maîtriser le côté économique, de pouvoir être à peu près sûr que l'argent investi aura un retour important pour lui, financier pour lui net, quoi. Ah, on n'entend plus. Vous m'entendez? Merci. Oui. Oui. Donc, je voudrais reprendre un petit peu ce qu'a dit surtout Maxime. En la matière, donc, moi, je vois l'agrivoltaïsme se développer rapidement, tout particulièrement dans des zones où l'agriculture devient cardinale, où les exploitants ont des grandes difficultés à se maintenir. Et je vois cela comme une porte de sortie pour beaucoup d'exploitations. En effet, nous sommes dans des zones, moi qui vis dans le midi de la France, dans le sud, nous avons des départements où la situation est catastrophique. Je suis allé rencontrer le maire d'un village dans les Pyrénées-Orientales près du Boulou. Ce maire m'a expliqué que 45% de la surface de la commune était en friche. Alors bien sûr, quand je lui ai parlé de photovoltaïsme, il a sauté au plafond en disant c'est ce qu'il nous faut. Bon, mais bien évidemment, je lui ai expliqué que le photovoltaïsme pouvait sauver une partie des exploitations, mais qu'il fallait quand même continuer à produire. Et là, il m'a dit, produire quoi et quand? Donc, ce sont des situations très difficiles. Et je crois qu'on ne peut pas généraliser la position sur le photovoltaïsme. Donc, dans des régions de petites exploitations, de terres difficiles, etc., c'est peut-être la solution pour maintenir une agriculture dans des endroits où, à mon avis, d'ici quelques années, il n'y aura plus d'agriculture. Alors, quand vous dites que toutes les terres, il faut conserver toutes les terres, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut conserver les terres qui soient capables de produire à un prix raisonnable. Sur ces terres-là, on peut produire, bien sûr. Mais quand on fait 20 quintaux de blé à l'hectare, on ne s'en sortira jamais. Donc, nous serons de plus en plus assistés, jusqu'au jour où il n'y aura plus assez d'argent dans les caisses de la communauté européenne, et on ne touchera plus qu'une modeste PAC qui ne nous permettra pas de vivre non plus. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Alors, l'agri-photovoltaïsme, il faut essayer de le conserver, l'utiliser raisonnablement, mais c'est peut-être pour beaucoup d'exploitations dans des zones difficiles, une solution et une bonne solution. Je réagis rapidement, simplement pour dire qu'au final, on est d'accord, les décisions, elles doivent être prises au niveau local. Je pense qu'il y a besoin d'une boîte à outils, en fin de compte, nationale, d'une expertise basée sur les travaux de l'ADEME, mais élargie de l'ensemble des solutions d'agrivoltaïsme qui existent, avec des critères d'évaluation, des productions, qu'elles soient végétales ou animales, qui sont compatibles avec ces types d'installations de panneaux photovoltaïques, mais que la décision finale d'ouvrir ou de ne pas ouvrir des secteurs à l'agrivoltaïsme
elle doit être prise au niveau départemental. On a des outils qui existent déjà pour ça, qui sont les CDPNAF, où nous siégeons tous, les représentants des collectivités, les représentants de la Chambre, des 4 syndicats agricoles, les représentants des associations aussi de préservation de l'environnement, évidemment les représentants de l'État. Dans la plupart des départements, cette commission arrive à avoir un travail relativement consensuel et efficace. Et je pense que basé sur une boîte à outils, un guide national en fin de compte de l'agrivoltaïsme, c'est bien à chaque CDPNAF, en tenant compte de la particularité de ces territoires, en tenant compte de la déprise agricole qui est en effet extrêmement forte dans quelques zones en France, y compris en région centre, que les bonnes décisions pourront être prises. Oui, malheureusement, les situations dans des CDPNAF, la plupart du temps, c'est l'administration qui dirige la réunion et les conclusions sont toujours dans le sens de l'administration. Et l'administration voit d'un très mauvais œil chez nous, de toutes ces installations qui vont arriver, qui vont leur donner du travail, des complications, etc. Donc, je ne suis pas sûr que les choses soient bien orientées. Quand on voit les chiffres qui ont été donnés par le président, 27 000 hectares, c'est pas grand-chose en fin de compte. 27 000 hectares, ça peut permettre de faire vivre pas mal d'agriculteurs et de redresser certaines situations. Parce que le loyer qui va être payé par l'énergéticien va permettre de réguler le revenu de l'agriculteur, au moins de faire des apports réguliers de finances qui lui permettent de vivre au moins tous les jours. Donc, c'est presque un secours. Juste 27 000 hectares, ça représente 225 exploitations agricoles. Pas chez nous. C'est 225 jeunes qui, demain, ne pourront pas s'installer si on n'a pas de cadre précis pour sécuriser la transmission des exploitations. C'est pour ça que je le redis, il y a un travail au préalable à faire au national sur le statut du foncier une fois qu'on est en production agrivoltaïque, sur la répartition de la valeur et sur la transmission de ce foncier-là au moment des départs en retraite, qui est vraiment un préalable national à faire, parce que sinon, ça conduira nécessairement à la disparition de 225 exploitations et à la destruction de 225 emplois directs. Merci à tous. Pardon, je ne peux pas vous le débat. En fait, on reçoit énormément de questions qui sont très intéressantes. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter malheureusement, mais peut-être une qui revient assez souvent. Avant de passer à l'intervenant suivant, je voulais vous entendre là-dessus. Sur le dialogue avec les chambres d'agriculture qui semblent bloquées, en tout cas dans certains cas. Apparemment, certaines chambres d'agriculture prennent des positions de principe contre l'installation de solaire PV sur les terres agricoles et ferment donc les échanges constructifs avec les acteurs de la filière PV. Je reçois beaucoup de questions sur comment faire pour améliorer ce dialogue, parce que je sens que il y a pas mal de développeurs qui souhaiteraient à minima pouvoir échanger sur cette question. Est-ce que vous savez par quels moyens on pourrait améliorer un peu cette relation? Là, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Il y a le cadre national et il y a la décision départementale, locale. Je pense que c'est très important au niveau agriculture, parce qu'entre l'agriculture de l'eau, l'agriculture du centre, l'agriculture du nord, moi, les situations n'ont rien à voir, les cultures n'ont rien à voir, les systèmes n'ont rien à voir. Donc il faut l'agriculture est particulièrement diversifiée en France et il faut s'adapter à cette diversité quand on réfléchit à un projet. Je pense que c'est important. C'est pour ça qu'il y a des zones où, oui, il y a comme pour la FNSE aussi, hein, et sans doute pour les GIA, les positions peuvent être un petit peu différentes d'un département à l'autre. C'est pas choquant, hein. On fait partie d'organismes très larges au niveau géographique avec des gens très différents. C'est ce qui fait la richesse de ces organismes. Moi, je pense que il y a eu une motion nationale de la PCA qui a été votée il y a quelques mois sur le sujet, qui reprend ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire que priorité au bâtiment, pas de projet sur sol alimentaire s'il n'y a pas de projet alimentaire, et des projets agrivoltaïques, je ne reviens pas sur le sujet, mais c'est véritablement là-dessus. Et ensuite, c'est l'occasion, j'ai entendu, redresser certaines situations. Je pense que c'est véritablement cette bioéconomie, cette production sur l'exploitation complémentaire à la production alimentaire, c'est aussi un moyen justement de
de permettre à les exploitants d'avoir un projet qui lui permet de rendre son exploitation durable. On le sait aujourd'hui, on le sait, malheureusement, on le vit aujourd'hui que sur le côté alimentaire, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de raisons économiques, réglementaires ou autres, mais c'est compliqué dans beaucoup de filières, sans parler des raisons climatiques, comme on pourrait en parler longtemps. Le fait de pouvoir étendre permet justement d'avoir une possibilité de rendre plus durable l'exploitation. Et ça, c'est au cas par cas. Maintenant, si vous avez des blocages complets avec certaines chambres, je veux bien regarder précisément le pourquoi et essayer de voir si on peut pas débloquer. L'attention est pas du tout la même d'un département à l'autre. Sur le terrain, les besoins sont pas forcément les mêmes. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde au niveau macro, les chiffres de 25 000 hectares, vous prenez 100 départements, ça fait 200, 250 hectares par département. Ça paraît peu, c'est vrai, en valeur absolue. Mais maintenant, en fonction de l'attention qu'il y a sur le foncier, en fonction des besoins, en fonction de tout ça, c'est cette approche globale. Et même d'acceptabilité, je pense qu'on peut créer aussi du maraîchage, on peut créer un certain nombre de choses. On parle beaucoup d'augmentation des circuits courts, de la proximité, des produits de saison et ainsi de suite. C'est aussi l'occasion, quand même d'un village, là, qui a 45% par exemple aujourd'hui non productif, c'est peut-être aussi l'occasion de développer des nouveaux projets qui permettent de valoriser les productions dans un microcosme plus ou moins local, hein, pas forcément que le village, mais voilà, de recréer une dynamique. Je pense qu'il faut véritablement le voir. Et si on veut répondre aux accords de Paris, sans avoir une vision noire, je dirais, des solutions, parce que quelquefois les visions font un peu peur, c'est aussi une vision économie circulaire, économie de territoire, qui peut être très intéressante et d'acceptabilité sociétale pour faire comprendre que de l'énergie dans le territoire pour le territoire n'a pas forcément d'opposition à l'alimentation du territoire pour le territoire. Ça peut être très complémentaire. Je pense qu'il faut aussi avoir dans le projet cette approche un peu circulaire, mais véritablement positive par rapport aux citoyens, aux entrepreneurs, aux gens du photovoltaïque, ainsi de suite. D'accord. Beaucoup. Je pense qu'on va passer la parole à Xavier Daval, qui est le vice-président du CER et président de la commission solaire du CER, qui va pouvoir nous parler un peu des enjeux et du point de vue de la filière solaire photovoltaïque. Xavier, je vais te passer la main pour la présentation. Ah, partagez votre écran. Oui. Allô? Bonjour à tous. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Voilà. Juste pour que nos auditeurs comprennent, c'est un nightmare depuis ce matin. Il se trouve que nous avons fait le choix de ne pas travailler sous environnement Windows, mais sous environnement Chrome. Et l'application ne marche pas. Voilà. Mais si vous voyez mon écran, vous ne me verrez pas puisque ma caméra ne peut pas être reconnue, mais au moins vous allez pouvoir voir mon écran et peut-être m'entendre. Alors, on t'entend. Entendre, oui. Noir. L'écran, pas top. Je suis en partage d'écran, pourtant me dit l'application. Mais... C'est un écran noir pour l'instant. Ok, donc c'est pas moi qui vais partager et je vais demander à Cyril entre guillemets, de mettre mes slides. Ou Marie, vous avez accès à mon... Je vous ai envoyé le lien hier, il est toujours bon. Il suffit d'ouvrir la présentation voilà, et de faire présentation. Voilà, c'est super. Ok, on peut défiler. J'ai voulu en termes d'un... Ça va un peu vite. Est-ce qu'on peut revenir? Voilà, merci. J'aime bien commencer mes interventions par un petit moment de réflexion et cette responsable de la FAO nous dit que d'ici 2050, on doit pouvoir augmenter la capacité d'alimenter la planète de 50% pour répondre à l'accroissement de la population. Et ce défi consiste à produire cette quantité de nourriture dans les limites de cette planète. Nous n'avons qu'une planète, avec un nombre limité d'hectares de terres arables, tout en sachant qu'une grande partie de ce sol, de cette terre, se dégrade. Ça, c'est le challenge que nous avons face à nous. Et je pense que c'est un challenge que nous partageons complètement avec le monde agricole et le monde de l'énergie. Si nous sommes dans les énergies renouvelables, c'est pour essayer de changer la manière de produire une énergie dont notre économie et notre société a besoin,
mais en le faisant avec un système qui n'obère pas notre futur. Slide. Alors, face au changement climatique, dont on ressent partout dans le monde maintenant les effets, et le monde agricole est vraiment en première ligne sur ce stress qui nous attaque, notre rôle en tant qu'énergéticien du monde du renouvelable est de contribuer à changer le mix énergétique pour lutter contre le dérèglement climatique. On peut le faire, et c'est ce que nous faisons d'abord au premier ordre, au travers d'énergie sans émission de CO2 ou avec une émission faible de CO2. Mais éventuellement, et c'est tout le sujet du débat d'aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions qui permettent aux agriculteurs, par exemple, de mieux vivre sur les terres qu'ils exploitent, et idéalement, en produisant ou en fournissant des solutions plus innovantes qui permettent aussi d'apporter des prestations particulières à la culture pour en améliorer la productivité. En fait, clairement, et j'ai illustré par la pyramide de Maslow, manger, boire, dormir, c'est du premier ordre. L'agriculture sert ce premier ordre. L'énergie, c'est du deuxième ordre. C'est au niveau de la sécurité. Et il faut bien mettre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est avant tout la nourriture qui compte, et ensuite seulement l'énergie. Et je pense que c'est important de le rappeler. Slide. Alors, un premier élément que je voulais rappeler, c'est par rapport au photovoltaïque et au soleil. C'est ce que j'appelle cette théorie du maillot de bain. Si vous êtes en maillot de bain en été au bord de la plage, tout ce que vous risquez au pire avec des rayonnements solaires, c'est quelques coups de soleil. Slide. Si vous gardez votre maillot de bain et que vous essayez de traverser une rivière comme le Rhône, ou un fleuve comme le Rhône, vous pouvez mourir, ou vous noyer et être emporté. On voit donc déjà que la puissance de l'eau est supérieure à la puissance du soleil. Slide. Et si vous gardez votre maillot de bain et que vous décidez de plonger dans la piscine d'un réacteur nucléaire, je pense que vous aurez quelques problèmes, même si votre maillot de bain est en plomb. Donc, on voit bien que les énergies, au premier ordre, ont des niveaux très différents. Le soleil est une énergie à basse densité, c'est sa nature, et nous ne pourrons pas le changer. Slide. Ce qui veut dire que le solaire aura toujours besoin de surface pour se déployer. Et ça, c'est notre point de départ en tant que photovoltaïcien. Slide suivant. La question, c'est disposons-nous de surface en France? Au premier ordre, si je regarde le classement qui est ici, la France est le plus grand pays d'Europe en termes de superficie et le deuxième en termes de population. Slide. Si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que la densité en France est inférieure à 200, sauf bien évidemment en Île-de-France, en région parisienne. Voilà. Et si on regarde sur la carte, on s'aperçoit donc qu'un certain nombre de pays européens sont beaucoup plus peuplés que nous en densité, et puis d'autres un peu moins. Ce qui est intéressant, donc la question c'est qu'aujourd'hui on nous dit, on nous dit qu'il n'y a déjà plus de place pour mettre du soleil. Slide, voilà, super. Et si je regarde l'état des lieux du déploiement du solaire en Europe, slide, je m'aperçois que la France, avec ses 10 gigawatts, finalement, est inférieure à l'Angleterre, 14, beaucoup plus petite, beaucoup plus peuplée, inférieure à l'Allemagne, beaucoup plus petite, beaucoup plus peuplée, et puis, toute proportion gardée, à l'Italie fait 2 fois mieux, l'Espagne plus que la France, mais surtout, si on regarde la Belgique avec ses 5 gigawatts ou les Pays-Bas avec quasiment la même puissance déployée qu'en France, 9,6, je veux dire, ça interroge. Ça veut dire que, en tout cas, d'autres pays trouvent des solutions sans pour autant tuer leur écosystème. Slide. Cette pénurie de foncier, et ça a déjà été rappelé à plusieurs reprises, on l'a vu, la France a besoin pour sa PPE, donc pour une échéance de 2028, dans 8 ans,
de déployer 30 gigawatts. Et si on considère que 50% sera déployé au sol, 50% sera déployé en toiture, ça veut dire qu'on a besoin entre 18 000 et 27 000 hectares dédiés au solaire, au photovoltaïque. Ça revient à faire 2,5 à 3,5 hectares par an. Et que je veux mettre en lumière, bien évidemment, de l'accroissement de la forêt annuelle à 85 000 hectares par an et la progression de l'artificialisation, 55 000 hectares par an. Je n'applaudis pas à l'artificialisation, bien évidemment, mais je dis qu'il faut savoir peut-être regarder les choses à la bonne proportion. À l'échelle de la France, le déploiement de la PPE est faisable, semble-t-il. Slide. C'est vrai que la manière dont on a organisé administrativement la répartition des sols a été de dire, clic, slide, que 9% 9% des sols sont artificiels aujourd'hui, c'est la répartition actuelle, 40% sont à la forêt et 51% à l'agricole. Le problème qu'on a, c'est que la plupart du terrain, de ce terrain de jeu, nous est interdit et qu'avec notre 9%, ça revient à dire que la France va jouer non pas à domicile, mais joue sur un territoire qui est celui de la Slovaquie. Et c'est clair que si on veut faire rentrer la PPE française en Slovaquie, c'est sans doute plus compliqué. Clic. Céline, dans sa présentation, nous a évoqué cette notion de définition et j'ai beaucoup apprécié la manière dont elle l'a fait. Aujourd'hui, on a un agrivoltaïsme que j'appelle un mot valise qui est employé par beaucoup de gens. Alors, d'un point de vue sémantique, agricole, photovoltaïsme, voltaïsme, très bien, tout le monde comprend. Donc, dès qu'on a quelque part quelque chose d'agricole et quelque chose de photovoltaïque, on peut prétendre au label où on pourrait se nommer agrivoltaïsme. La vérité est sans doute différente. Au CER, nous, en tant que professionnels du solaire, clairement, ce que c'est qu'un champ photovoltaïque, nous savons ce que c'est. Alors, que ça soit au sol, sur fixe ou sur tracker, soit en toiture, sur des structures, sur des bâtiments, des hangars, des serres. Tout ça, c'est bien connu chez nous. Par contre, clairement, nous n'avons aucune légitimité sur la chose agricole. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de dire si la chose agricole qui est sous-jacente ou qui est à côté est quelque chose de bien ou pas, et nous sommes mal placés pour le déterminer. À l'inverse, nous sommes des professionnels. Notre métier est de développer et de concevoir des systèmes. Ça veut dire que si nous travaillons avec nos amis du monde agricole, qu'ils exposent leurs besoins, et je connais la créativité de nos entreprises, nous saurons trouver des solutions qui seront intelligentes et qui seront bénéfiques. D'ailleurs, à cet égard, nous avons au CER regroupé un certain nombre d'applications dont nous sommes plutôt fiers, qui ont été faites par tous nos adhérents. C'est un travail collectif, nos adhérents et nos permanents. Et on a réalisé un premier guide. Et vous verrez que nous avons été excessivement prudents. Nous ne parlons pas d'agrivoltaïsme. Nous parlons de l'énergie photovoltaïque dans le monde agricole. Clic. Oui, clic, voilà. Et je dis oui parce qu'effectivement, ça a été évoqué, c'était de revenir sur attention au prétexte. Nous jouons avec des valeurs symboliques. Nous jouons avec des valeurs symboliques. Nous jouons avec quelque chose qui touche à l'affect. Donc, utiliser de façon malhonnête les mots pourrait avoir des conséquences très néfastes. Nous sommes des énergies renouvelables. Nous voulons préserver l'agriculture et la vie. Et si c'était juste en utilisant des prétextes pour faire du commerce ou je ne sais quoi, ça pourrait être très dangereux parce que nos concitoyens qui sont avec nous et qui l'ont prouvé par multiples sondages récemment, donc qui soutiennent la démarche photovoltaïque, si nous commençons à aller trop loin ou si nous jouions en dehors, borderline, ça serait très risqué. Slide. Le problème qu'on a, donc effectivement, c'est cette notion de prédation foncière. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre quels sont les atouts que des structures, des systèmes photovoltaïques peuvent apporter au vivant, au bio et qui est sous-jacent.
Et j'ai cité quelques exemples. Les structures portantes, par exemple, qui vont tenir des panneaux en hauteur, peuvent servir, par exemple, pour étayer des arbres fruitiers, par exemple. L'ombre portée, on en a parlé, c'est éviter le stress thermique aux fruits ou aux feuilles, mais également réduire peut-être l'évaporation. C'est par des systèmes qui pourraient se déployer, toujours en utilisant les structures, c'est protéger contre des insectes, protéger contre la grêle, infléchir la direction de l'eau quand il pleut pour éviter de mouiller le feuillage, mais plutôt que l'eau tombe sur le sol. Et puis, et c'est une règle à mon avis importante dont il faut se rappeler, la notion de microclimat. Une serre est un système qui permet de créer un microclimat. C'est avant tout un phénomène, enfin du moins c'est un phénomène qui est thermique. Et peut-être que par l'ombrage qu'on apporte, on apporte aussi certains éléments microclimatiques. Ça veut dire que si jamais nous empruntons sur le sol pour déployer du solaire, mais que ce sol est utilisé de façon agricole, c'est une utilisation que je qualifie d'intelligente. Et c'est un moyen sans prédation de faire coexister la protection du vivant et du bio avec la production d'énergie. D'ailleurs, ça a été rappelé par nos amis du monde agricole, la nourriture que nous mangeons, c'est aussi de l'énergie. Donc, nous sommes les uns et les autres au service de la production d'énergie pour nos concitoyens. Et c'est pourquoi, et je pense qu'il est très important que nous pensions, que nous inventions des nouvelles possibilités de développer ces sources d'énergie et ces sources de revenus pour permettre notamment d'améliorer la production de la terre et permettre aux agriculteurs de vivre décemment sur la terre qu'ils exploitent. Slide. Mais pour ce faire, nous avons besoin de règles du jeu. Nous avons pris l'habitude de développer nos projets dans un contexte qui s'appelle les appels d'offres, ce qui veut dire que si on veut pouvoir déployer, dérouler des projets, sans que chaque projet soit une exception et une prise de tête, il faut que les choses soient claires et simples. Ça veut dire que derrière un nom, on sache parfaitement ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça que nous avons besoin, entre guillemets, d'une nomenclature officielle pour identifier, pour qualifier, pour caractériser les bénéfices agricoles avérés, et pour qu'on puisse, de facto, avoir une concurrence la plus loyale possible entre acteurs. Qu'on n'aille pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comparer quelqu'un qui met une ruche avec 3 abeilles et quelqu'un qui met un système piloté avec des automates, avec des capteurs qui mesurent le besoin hydrique des plantes, etc. Ce ne serait pas une concurrence loyale. Donc, ce qui veut dire que quelques pistes, c'est réfléchir d'abord à une notion de label AgriPV qui soit, entre guillemets, le moyen de dire si oui ou non on peut déployer un projet sur une seule agricole. Et puis ensuite, réfléchir sans doute à une structuration peut-être par sous-famille pour qu'on ait des technologies qui soient comparables. Parce que sans opposer les technos, il faut que nous sommes en recherche, il faut qu'on trouve les solutions pour demain. Donc il ne faut pas se brider, mais il faut rendre économiquement, enfin garder un comparatif économique égal entre technos, de manière à ce que, encore une fois, des technologies très abouties, très complexes, n'auraient aucune chance face à juste quelques poteaux ou un hangar qui n'aurait qu'une toiture. Donc il faut organiser au travers de sous-familles, et puis peut-être penser à une bonification de ce service agricole, de dire voilà, comment est-ce qu'on le rétribue, comment est-ce qu'on le rémunère, comment est-ce qu'il est payé et comment est-ce qu'il est mesuré. Et ça, tout ça, bien sûr, est encore à inventer. Voilà. Je m'arrête là pour le moment, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, et je rends la main, entre guillemets, dernier slide, pour ouvrir le débat. Merci beaucoup Xavier, c'était très clair. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui me parviennent à l'écrit, mais je pense que le moment est peut-être venu aussi de donner la parole aux participants qui le souhaitent. Comme l'a expliqué Cyril, vous avez la possibilité de lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je vais dans tous les cas prendre les questions écrites en attendant, mais si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse activer votre micro. Suite à la présentation de Xavier, j'ai pas mal de questions qui portent autour de ce qui se fait dans les autres États membres de l'Union européenne, et notamment la possibilité qu'on pourrait avoir de s'inspirer un peu des bonnes pratiques dans ces autres pays. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut aborder cette question.
Oui, c'est Céline Mal. Je peux quand même mentionner que dans l'étude effectivement qu'on a menée à l'ADEME, on a également fait un état de l'art un petit peu international dans certains pays où on estimait qu'il y avait un développement un peu plus prépondérant donc de photovoltaïque ou en tout cas d'agrivoltaïsme. Alors l'agrivoltaïsme, on s'est rendu compte aussi selon les pays concernés, n'a pas du tout la même définition ou la même portée. Et on a pu voir aussi que selon les pays, on peut avoir des réglementations qui sont complètement différentes avec soit des autorisations, des interdictions, des incitations, des subventions, etc. Donc ce sera aussi des éléments de l'étude. C'est difficilement, on va dire, directement transposable, en tout cas au contexte français, puisque vous le savez, on a une réglementation toute particulière. Par contre, on peut s'en inspirer effectivement pour définir, on va dire, voilà, des critères ou des modifications potentielles de notre réglementation. Mais c'est assez compliqué de basculer directement sur ce qui peut exister à l'international. Juste, Raj, quoi. Par exemple, moi je prends toujours l'exemple un peu de l'Allemagne. Je m'étais occupé de l'eau avant un petit peu et notamment de parcs photovoltaïques sur les zones rapprochées des bassins de captage, par exemple, où les agriculteurs peuvent plus faire grand-chose, un peu, mais vraiment pas grand-chose, ce qui est normal. Par contre, voilà, moi j'ai vu des agriculteurs dans la région de Munich avec des parcs photovoltaïques dans le périmètre rapproché des captages et qui l'entretenaient pour faire du foin ou ce genre de choses, mais ça leur permettait de continuer à valoriser leur terrain, alors que si on s'arrêtait qu'à la réglementation, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Et ça permettait aussi au pouvoir public de ne pas financer ces terrains à perte quelque part, sans production. Voilà, c'est le genre de petits exemples. C'est pareil en Allemagne aussi, on voit beaucoup de photovoltaïques le long des autoroutes ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a aussi des réflexions de ce côté-là dans des zones qui aujourd'hui, pour des raisons d'artificialisation des terres, ont quitté leur vocation agricole, mais qui sont quand même des zones non utilisées concrètement. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser que ces zones artificialisées qui sont connues sont déjà recensées. Et encore une fois, ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde photovoltaïque, c'est que le stress sur le foncier fait exploser le coût des loyers. Certains y trouvent leur compte, j'entends et je le respecte, mais à l'inverse, il renchérit le prix de cette électricité. Or, je crois que ce que nous pouvons faire de mieux au niveau du photovoltaïque, c'est de produire l'électricité la moins chère possible. Nous sommes une électricité qui est variable, intermittente et par certains aspects volatile. Et je pense que la logique de demain ira vers produire en quantité, entre guillemets peut-être en excès. En excès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les photons qui viennent du soleil auront fait des électrons ou n'en auront pas fait, ou on ne les aura pas utilisés. Ce n'est pas du gaspillage. Et cette logique, c'est ce vers quoi nous devons aller. Ça veut dire être capable de produire l'électricité la moins chère. Maintenir une électricité chère parce qu'on paye des loyers, parce que, etc. D'abord, on va créer des tensions économiques au sein du sol. Cette prédation du sol, quelque part, au travers de grands loyers, aura des conséquences. Et donc, je pense que ce n'est pas la solution qu'il faut privilégier. Il faut, à l'inverse, trouver le moyen de faire, en parfait respect et en bonne intelligence, un déploiement sur un peu plus que les 9% qui nous sont aujourd'hui autorisés. Juste pour réagir, je vous invite à pas excessivement copier le monde agricole. Pendant 60 ans, on a produit le plus possible et le moins cher possible. On a bien vu qu'aujourd'hui, ça ne répondait plus aux attentes sociétales, en tout cas en ce qui concerne la production alimentaire, et qu'il faut toujours continuer à produire en quantité, à produire à bas coût, mais qu'il y a de nombreux autres objectifs qui ont été ajoutés au monde agricole, notamment celui de produire une alimentation de qualité et certifiée, et produire une alimentation qui est parfaitement intégrée dans son environnement, non seulement d'un point de vue de l'écosystème, mais également du point de vue social et économique. Et je pense que en ce qui concerne la production d'énergie photovoltaïque, il ne faut pas que vous fassiez l'étape de produire dans un premier temps pas cher en quantité et dans un deuxième temps de produire toujours pas cher en quantité et de qualité.
mais que l'enjeu pour vous, compte tenu de l'énorme pression sociétale et d'énorme sensibilité que peuvent avoir les décideurs ou les commentateurs politiques sur ce sujet-là, c'est dès le début de montrer l'exemple. Et pour revenir sur la présentation qui a été faite juste avant, qui était de qualité, toutes les chambres d'agriculture, les CDPNAF, qui ont adopté des doctrines dures ou qui refusent même de traiter du sujet du photovoltaïque au sol, ce sont des territoires où il y a eu un ou deux contre-exemples de projets qui sont passés au forceps sans concertation locale. Et 7 exemples ou 16 exemples dans chacun des départements masquent les dizaines ou quinzaines de projets réussis où il y a une concertation locale, non seulement avec l'agriculteur, avec le propriétaire, mais aussi avec l'ensemble des acteurs du monde agricole. Je pense que la réflexion sur un label, elle doit pas seulement porter sur le type d'installation ou le mode d'installation des panneaux, mais aussi sur la construction du projet et son suivi dans le temps. Vous l'avez dit, il y a trop d'agriculteurs qui se sont abandonnés une fois le projet réalisé. Je pense que la méthode est aussi importante en fin de compte que la construction réelle et physique du projet. Et simplement pour revenir encore une fois sur l'intervention qui a été faite, vous avez parlé de la créativité des photovoltaïciens. Ne doutez pas de la créativité et de l'inventivité du monde agricole. On a plus changé en 10 ans qu'on avait changé au cours des 60 précédentes années, non seulement en changeant nos objectifs et nos contraintes, mais aussi en changeant nos productions, notre manière de communiquer. C'est évidemment un changement qui est plus lent parce qu'on est basé sur le vivant direct, donc des révolutions, on n'en fait qu'une par an. Mais nous sommes bien un milieu en pleine évolution et nous sommes preneurs de toutes les opportunités que peuvent offrir la complémentarité entre production d'énergie et production agricole. Au passage, merci Maxime, parce que vous m'évoquiez un point que je voulais soulever vis-à-vis du travail de Céline, c'est la notion de temps, la constante de temps. Et c'est effectivement là où il y a un grand paradoxe, parce que le monde agricole travaille sur des cycles très longs. On ne décrète pas une culture et la semaine prochaine on ramasse. Ça marche pas comme ça. Et on ne s'aperçoit notamment de l'influence positive ou négative d'un phénomène que peut-être que la saison suivante, ou peut-être que quand on a replanté les semences issues de cette première saison. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être sur 2 ans, 3 ans, on peut être sur des cycles relativement longs. Et ça rend excessivement compliqué, entre guillemets, l'appréciation rapide ou la caractérisation rapide de tel ou tel système ou solution. Mais à l'inverse, j'allais dire, le photovoltaïque, pendant très longtemps, a été l'énergie qui se caractérisait par rapport aux autres par sa rapidité de déploiement. Parce que en quelques mois, en 6 mois, on pouvait créer 1 gigawatt de capacité sans aucune difficulté. Je vous rassure, en France, maintenant, c'est devenu impossible, puisque pour une centrale d'1 mégawatt, il faut 5 ans. Donc, on a réussi à tuer le seul bénéfice technique qu'avait, enfin, le premier bénéfice technique de cette technologie, c'est-à-dire son agilité, sa souplesse. Mais il faut garder notre souplesse, et il faut voir comment, encore une fois, en parfait respect, elle s'intègre dans le temps long qui est le temps du vivant. Si je peux réagir à ça, effectivement, j'ai écouté très attentivement en fait toutes vos interventions et je suis assez satisfaite de voir qu'en fait l'étude ADEME regroupe finalement l'ensemble de ce que vous avez pu mettre en avant, on va dire. Ce qu'on essaye effectivement de faire, c'est de démontrer que, comme on l'a dit, on a des systèmes photovoltaïques extrêmement variés et on a des paramètres qui vont rentrer en compte sur effectivement le monde du vivant et autres, qui vont rendre très compliqué, on va dire, la caractérisation directe de ce que peut être un système en tant qu'agrivoltaïque ou non. Il faudra bien voir, comme on vient de le dire et comme Xavier l'a dit, que on ne pourra pas tout de suite savoir quel est l'impact direct sur une variété donnée. On a des retours d'expérience, on a un état de l'art, mais qui est ce qu'il est et qui effectivement n'est pas suffisant pour caractériser à coup sûr, on va dire, l'incidence du système PV sur une culture. L'étude ADEME, elle a cette difficulté-là également de pouvoir dire, ou en tout cas d'arriver à définir ce que va être cet agrivoltaïsme. Et clairement, comme vous l'avez tous dit, finalement, on ne va pas être sur une définition directe, on va être sur
une multitude, on va dire, de paramètres, de caractérisation qui vont ensuite permettre de dire si sur certains points, on va être bénéfique ou non au monde agricole, au territoire, à la collectivité en général. Il y a des effets d'échelle de ces projets qui peuvent être tout à fait différents. On a un effet, une incidence, on va dire, sur la parcelle, sur le sol, comme on l'a dit aussi tout à l'heure. On va avoir une incidence ensuite sur le territoire et on a, comme le disait aussi Jean-Louis Ball au tout début, cette influence, on va dire, au niveau national pour atteindre une PPE. Donc, il y a tous ces effets-là qui s'imbriquent les uns dans les autres et c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que, voilà, l'idée, ce serait d'arriver à définir des critères qui seront analysés au cas par cas parce que ça va être très compliqué de dire, j'ai bien entendu, là, dans le cadre d'un futur appel d'offres, c'est assez compliqué de définir, on va dire, des sous-catégories ou des sous-familles. On l'a vu d'ailleurs dans la première clôture où finalement on se retrouve un petit peu à limiter les choses et c'est pour le moment, j'ai envie de dire, un peu compliqué. On va être plutôt toujours sur de l'analyse au cas par cas. Tout à fait. Je me permettrais juste de rajouter qu'il faut mettre des critères d'analyse. Faut pas, on parlait d'un cycle long et d'un cycle. Je rajouterais un cycle qu'on maîtrise pas complètement au niveau agricole parce qu'on vit avec la nature, on vit avec le climat, on vit avec des éléments que l'homme n'arrive pas encore à maîtriser, ce qui fait la richesse du métier d'ailleurs. Je pense qu'il faut partir sur des principes, quoi, comme on l'a dit, hein, de véritablement une ambition de production. Et puis les agriculteurs le savent bien, on avance aussi au fur et à mesure de ce qu'on découvre et de ce besoin de s'adapter à la réalité. Le principe, c'est d'avoir cette vraie volonté d'avoir une production alimentaire. On cadrera pas tout dans un document administratif ou dans un document de projet. On cadrera des principes principaux, mais il faut laisser une façon de pouvoir s'adapter aux exploitants. On avance véritablement au fur et à mesure en découvrant et en apprenant dans le monde agricole. Et de plus en plus, quand on parle sur des systèmes, je dirais plus basés sur l'agronomie, évidemment, on n'est pas sur des systèmes ni stables ni garantis, donc il faut véritablement cette souplesse. Merci. Ah, Monsieur Rive souhaitait intervenir. Sinon, peut-être juste pour rebondir sur les questions, parce que, comme vous le savez, elles continuent à être nombreuses dans le chat. Juste, vous parliez des appels d'offres et des critères qui pourraient éventuellement être intégrés. Mais j'ai une question qui souligne le fait que certains gros développeurs travaillent sur des parcs PV au sol sans passer par l'appel d'offres, mais en passant par des PPA, des Power Purchase Agreements. Et comment faire pour gérer ce phénomène, du coup, de ces projets qui ne rentrent pas dans le cadre des appels d'offres? Alors, ce que je disais effectivement en termes de critères de caractérisation, c'est plutôt par rapport aux livrables de notre étude, qui seront donc dans ces fameux guides de recommandation, dont l'un est à destination des autorités locales. Donc, on espère que ce sera effectivement très utile dans ce cadre-là, puisqu'on est complètement hors de l'appel d'offres. Oui, tout à fait. Oui, Monsieur Rive. Je voudrais intervenir là. Pour être concret, nous avons en France plusieurs types d'agriculture et plusieurs types de terres. Donc, il faut déjà essayer de classifier grossièrement les zones où il serait utile d'amener ces panneaux qui vont d'une part permettre de reconquérir des terres qui sont abandonnées et d'autre part donner de l'activité à ces zones abandonnées et éviter les dépôts d'ordures sauvages, les incendies, les sangliers et compagnie. Donc, recréer ces panneaux permettent de recréer une nouvelle agriculture dans des zones qui avaient perdu leur agriculture complètement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mettre des panneaux, c'est une richesse pour tout le monde. Et bien sûr, dans des zones où, disons, le midi de la France, où il y a le soleil, où il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et ne pas essayer d'aller concurrencer, bien sûr, des productions industrielles et agricoles. Alors, pour les fruits, les légumes, etc., c'est parfaitement équilibré. Le loyer permet de payer l'investissement au démarrage, etc. Je pense que le loyer doit être fonction de l'investissement qui est fait par l'agriculteur. Si c'est pour mettre du blé entre des panneaux, l'investissement ne doit pas être, l'agriculteur ne doit pas recevoir un loyer lourd. Alors que quand il va planter des arbres fruitiers, mettre des ombrières, etc., il y a un investissement lourd. Et à ce moment-là, il faut l'aider par les premiers loyers à pouvoir investir pour
arriver à la production comme les autres. Merci beaucoup. Une autre des questions, c'est peut-être plus pour l'ADEME, du coup, pour Céline. Est-ce qu'il existe une base de données des terres abandonnées, des friches, enfin, quelque chose à partir desquelles on pourrait travailler? Non, 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 il n'existe pas ça. On a eu une étude effectivement sur les friches plutôt industrielles qui avait été sortie et qui est aujourd'hui d'ailleurs en train d'être approfondie, on va dire, au niveau local. Non, on n'a pas prévu de réitérer ça par rapport aux friches agricoles. Je voudrais juste Juste petite pour précision personnelle. Pardon. J'ai la chance, quand je ne suis pas ici au bureau, de vivre une partie du lockdown en Bourgogne, dans le Clunisois. Et ça m'a permis de me rendre compte personnellement de ce que veut dire ces terres qu'on dit pas très intéressantes, etc. De comparer, de voir ce qu'elles sont réellement, parce qu'elles sont voisines de là où je suis, que je connais les agriculteurs qui vivent là. Que ce sont des amis, et de me rendre compte d'abord qu'il y a des terrains qui sont utilisés par exemple pour du pâturage, mais il y a aussi des terrains qui ne servent qu'à faire du foin. Et on l'a vu avec la sécheresse qu'il y a eu cette année, les bêtes ont à peine assez à manger. Ça pose de très très grosses difficultés. Ce qui veut dire que ces terres qui sont soi-disant inoccupées, elles ne sont pas forcément inoccupées. Elles ont un mode de fonctionnement qui est différent et que nous ne connaissons pas. Donc, encore une fois, c'est là que je dis qu'il faut vraiment qu'on travaille avec le monde agricole pour comprendre comment je suis persuadé qu'on peut trouver, parce que effectivement, les chiffres parlent quand on a 51% versus 9%, 9% qui, parce qu'il est déjà occupé, en vérité, c'est clair que il y a très certainement la place, mais cette place doit se faire de façon très intelligente et en concertation. Et enfin, parce que ça fait partie d'éléments que M. Rib nous a transmis, j'ai lu avec attention le document qui nous a fait communiquer. Je partage parfaitement le point de vue, je trouve inacceptable d'imaginer qu'on puisse gagner plus d'argent en louant son terrain pour du photovoltaïque que ce que l'activité de la terre peut produire. En tant qu'être humain, c'est quelque chose qui doit interpeller, de se dire que comment se fait-il que le travail de personnes qui vont se lever tôt, qui vont passer la journée sur leur terrain, à la fin du compte, vont gagner moins que quelqu'un qui reste chez lui, qui encaisse juste des loyers pour soi-disant de la terre dégradée. Il y a quelque chose qui pour moi ne tourne pas rond et pour lequel il faut qu'on soit excessivement vigilant, parce que c'est quand on tourne la planète à l'envers comme ça qu'on va dans le mur. C'est pas possible. Je suis heureux d'entendre dire que le travail des agriculteurs français n'est pas reconnu à sa juste valeur, au moins d'un point de vue financier. Pour une fois, c'est pas un représentant du monde agricole qui le dit. Juste sur les friches, l'ensemble des CDPNAF ont l'obligation, depuis la loi d'avenir agricole, d'effectuer un recensement des terres agricoles en friche dans chacun des départements de France. C'est malheureusement une obligation qui n'est pas respectée par l'administration, par les DDT. Il y a quelques départements qui travaillent un petit peu le sujet, mais c'est quand même très grossier. Et pour vous donner un ordre d'idée, en région centre, on a des terres extrêmement productives. Vous connaissez tous, je pense, la Beauce. Mais on a aussi des terres moins productives. Le dernier recensement qui a été fait par la profession agricole, on était sur à peu près 42 000 hectares de friches en centre-val de Loire. Donc, on a bien du foncier à remobiliser et l'agrivoltaïsme peut être un outil pour remobiliser ce foncier agricole qui aujourd'hui n'est plus productif. Oui, je suis bien d'accord. C'est toutes les régions, et dans certaines régions, c'est pire. Les départements du bord de Méditerranée sont victimes de cet abandon total de certaines parcelles de terre qui étaient en vigne et qui ont été arrachées avec des primes et qui maintenant sont en déshérence totale. Il n'y a plus elles ne sont plus exploitées, il n'y a plus les exploitants. Ça va être le problème suivant. Qui va exploiter ces terres?
même en les mettant avec du photovoltaïque. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, puisqu'on se rapproche du temps qui nous était alloué. Est-ce que les synergies entre agriculture et photovoltaïque peuvent avoir, selon vous, des conséquences, des externalités positives en matière d'emploi, de lutte contre l'exode rural, de dynamisation des secours, ce genre de choses? Est-ce que c'est un sujet que vous avez bien Oui, quand vous recréez de la richesse sur le territoire, ça a forcément des impacts positifs pour le territoire, pour l'emploi sur le territoire. On est véritablement dans la transition énergétique sur la production d'énergie dans les territoires, donc ça a forcément un impact, même en termes d'autonomie. D'autonomie, c'est peut-être un grand mot aujourd'hui, mais de recherche d'être moins dépendant en termes énergétiques demain sur le territoire, sur l'emploi, sur les filières, parce que quand vous avez de la production, ça crée des filières derrière, ça crée une dynamique. Donc oui, et puis les externalités, il y en a beaucoup dans ces filières-là. Alors vous l'avez dit tout à l'heure sur l'irrigation, l'eau c'est un des sujets essentiels des années qui viennent et pour tout le monde, pour l'agriculture, mais pour tout le monde, ça va être le sujet des 10, 15, 20 prochaines années avec le réchauffement climatique. Si on arrive à développer des systèmes agricoles qui consomment 20 ou 30% moins d'eau, rien que par le système photovoltaïque, avec en plus peut-être une évolution des techniques d'irrigation, ça permettra aussi d'assurer la pérennité de la production agricole dans un certain nombre de secteurs en France. Et j'oserais dire presque dans toute la France, parce que la pression sur l'eau, elle est même dans ma région du Nord, elle est forcément beaucoup plus forte en zone méditerranéenne aujourd'hui, mais on voit quand même l'évolution très nette depuis 10 ans sur l'eau. Donc voilà, c'est là où c'est important d'avoir un projet global, je dirais, sur ce développement. Alors soit dans une zone qui n'est plus agricole, bien sûr, ça a été dit, et c'est vrai que ça reste même pas prioritaire, mais quand on est sur des zones agricoles, on peut avoir un projet global qui réponde à pas mal d'enjeux, dont la production photovoltaïque, bien sûr, de production d'énergie, mais aussi les emplois, un certain nombre de choses qui intéressent le territoire. Oui, pour renchérir, c'est exactement ce que j'entendais tout à l'heure dans la présentation quand je disais on peut avoir des projets qui ne sont pas agrivoltaïques, mais qui peuvent être pertinents pour le monde agricole, Oui. et c'est typiquement ça. On est complètement d'accord. Oui. Et si on parle spécifiquement de la reconquête de friches agricoles, les avantages ne sont pas seulement social et territorial par la vie et l'économie que ça rapporte dans les territoires. Il y a aussi une incidence directe sur la biodiversité des parcelles agricoles qui ont été délaissées, qui sont en friche. Il ne faut pas croire que ce sont des réserves de biodiversité avec un foisonnement intéressant à la fois de végétaux et d'animaux. Souvent, ce sont quand même des nids à ravageurs qui sont plutôt nuisibles dans leur territoire qu'un réservoir de biodiversité comme on pourrait le croire naturellement. Et je pourrais dire que ça préserve de manière générale d'autres risques, notamment dans le sud où ces parcelles en friche agricole sont potentiellement des lieux de départ d'incendie et que leur abandon sans accompagnement, sans structuration, crée des risques pour les territoires. Et à l'inverse, leur remobilisation permet souvent, suivant le type de culture ou de production animale qui est installée, non seulement de réinstaller de la biodiversité, de diminuer le risque incendie, diminuer la pression ravageur pour les parcelles avoisinantes, mais aussi de recréer de l'alimentation. Nous, on l'a vu dans quelques territoires de la région centre où on a remobilisé des friches agricoles lorsqu'il s'agit de création d'exploitation et non pas d'agrandissement d'exploitation en place. Souvent, ce sont des exploitations qui répondent aux besoins exprimés par les collectivités locales en termes d'alimentation de proximité. Et ça recrée une dynamique autour de l'agriculture qui est pleinement vertueuse. On est parfaitement d'accord. Juste pour rebondir sur la thématique de la biodiversité, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé pendant ce webinaire. C'est une vaste thématique. C'était juste pour signaler que le CER, en partenariat avec Enerplan, est actuellement en train de mener une étude justement sur ce sujet de la biodiversité en lien avec le photovoltaïque. Voilà, c'était juste pour signaler ça. On a fait, pour l'instant, l'étude est en fin de première phase avec une étude d'exploitation dans 3 régions, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et dans la région sud. Voilà, les résultats devraient être publiés en début d'année prochaine et ensuite l'étude sera généralisée à la France entière. Donc on pourrait avoir
un peu plus de données à communiquer sur cette thématique de la biodiversité. Voilà, merci à tous. Alors, j'ai pas mal de questions très pratiques qui me viennent sur le chat, notamment sur la possibilité de revoir l'enregistrement du webinaire, de disposer des différentes présentations, d'avoir les adresses email des intervenants. Cyril, je te repasse la parole pour que tu nous reprécises un peu les choses à ce sujet. Oui, merci Marie. Merci encore à tous les intervenants, avant de peut-être laisser la parole à Xavier pour un petit mot de conclusion, qui ont répondu présent pour ce webinaire, hein, qui a en tout cas permis de regrouper environ 345 participants au plus haut du pic de connexion. Donc pour rassurer tout le monde, effectivement, j'ai mis un mot dans le chat. L'essentiel des présentations ainsi que le document du CER qui a été évoqué à plusieurs reprises sont disponibles dans la partie ressources, document à distribuer du webinaire. Ils le seront également a posteriori dans le message que tous les participants vont recevoir sous 24 heures avec le replay du webinaire. On a eu pas mal de mails en parallèle de participants qui ne pouvaient pas participer au final, ne pouvaient pas se connecter pour X ou Y raison. Donc voilà, rassurez-vous, l'intégralité, vous pouvez passer le mot à vos collègues qui n'ont pas pu suivre, l'intégralité du webinaire sera disponible en replay sous 24 heures. Voilà. Merci Marie, en tout cas, pour cette animation. C'était le baptême du feu, mais je pense que tu t'en es très très bien sorti. Xavier, un petit mot peut-être de conclusion avant de rendre l'antenne, comme on dit. Oui, avec grand plaisir. Merci Cyril, merci Marie, merci à nos intervenants, bien évidemment. Je voudrais juste en termes de conclusion partager mon enthousiasme ou mon plaisir d'être dans cette filière solaire. Le Covid qui a frappé notre pays nous a montré combien ce qui paraît établi et stable peut ne plus l'être du jour au lendemain. Nous sommes tous très fragiles. Il a réveillé l'envie de manger local, l'envie d'acheter local. Il a démontré la résilience de notre énergie photovoltaïque. Et je me dis que de ce contexte ou de cette situation un peu critique, sortons-en vers le haut et tirons-en les conclusions. Il faut continuer à développer du solaire parce que c'est une énergie qui, par sa robustesse, sa simplicité, sa compatibilité avec énormément d'environnements différents, a un avenir énorme devant elle. Et puis, à côté de ça, je vois qu'il faut impérativement que nous emmenions avec nous dans cette aventure nos amis du monde agricole, parce qu'en fait, nous partageons exactement les mêmes fondamentaux. Le bio, le vivant ne vit que de l'éclairement du soleil, nous aussi. Et il faut donc réfléchir à une juste répartition de ces rayons pour que l'un et l'autre puissent vivre en harmonie et aider nos concitoyens à avoir une qualité de vie meilleure par une meilleure alimentation, par des produits de meilleure qualité et puis une énergie pas chère. Voilà. Merci à tous. On fait le cap de fin, non? Merci. Oui, merci. Encore. Et merci puis, bien. on espère que c'est le départ également d'une longue collaboration avec les représentants du monde agricole qui permettra d'avancer sur ce sujet-là. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent et merci à vous. Bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. encore. Merci.